Hey, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et ça fait pas mal plaisir de vous retrouver après ce petit break. J'ai été absent à un moment quand même plutôt critique et je vous cache pas que ça m'a pas mal manqué de pouvoir discuter de ça avec vous quelques soirs par semaine. Mais il y avait quelques obligations à remplir, mais maintenant on est reparti, on va plonger directement dans ces finales de conférence et on va essayer de voir un peu ce que ces finals peuvent nous raconter, même si on a le côté West qui est encore pas mal indécis. Comme vous le savez, je spoil absolument rien. Je vous mets le tableau comme à chaque fois en début de live parce que ça nous permet de rappeler un peu, euh, comment dire, l'endroit de départ et la destination. L'endroit de départ, c'est les différents match-ups des équipes qui sont qualifiées. Et ensuite, on a les tours au fur et à mesure qui évoluent. Et c'est un réel plaisir, hein. Je vous le dis depuis le début. Je sais que c'est un peu pénible, je me répète, mais mon Dieu, quel bonheur d'avoir suivi ces playoffs. J'ai pris un plaisir absolument énorme. Il y a eu quelques surprises. Et il y a eu aussi quelques favoris qui ont tenu leur rang. Et parlant de favoris qui ont tenu leur rang, on va carrément parler de premier et deuxième seed à l'ouest. Donc vous savez, OKC et les Spurs. Et je pense simplement, encore une fois mon humble opinion, mais je pense simplement que ces deux équipes sont en train de nous offrir la plus belle série depuis le début des playoffs. Même si évidemment on avait eu Minnesota, on avait eu les Wolves contre les Spurs qui avait déjà été une série absolument incroyable. Je pense, enfin j'avance avec beaucoup de certitude que celle-ci est encore de plus haut niveau. Et on peut le voir au match, au côté disputé des matchs, au côté RDC. Hormis les fans, je veux dire, hormis les fans qui sont vraiment convaincus que leur équipe préférée va gagner, je pense que les observateurs neutres comme moi, par exemple, ont énormément de mal à se prononcer sur cette série. D'un match à l'autre, on voit vraiment les momentum swing. On en a parlé beaucoup tout au long des playoffs, mais ici sur une série aussi intense avec les deux, on va dire les deux meilleures équipes de la ligue, je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent nous donner beaucoup d'arguments qui vont, comment dire, à l'encontre de cette affirmation, mais le niveau de jeu est vraiment sensationnel. On va rentrer dans le vif du sujet, mais le niveau est vraiment sans cesse. Il y a juste quelques observations que je voulais faire avec vous, que j'ai pu me faire lors de mes différents visionnages, et du moment où j'essaye d'analyser le contenu qui m'est présenté. Il Je sais sincèrement que certains d'entre vous, d'autres, même dans mon entourage, quand j'en discute, se sont dit ou se disent toujours il a un problème avec OKC, il aime pas OKC, il est toujours du mauvais, de l'autre côté d'OKC, il y a toujours quelque chose. Mais je suis navré, de un, ça fait longtemps que j'en peux plus, donc ça fait longtemps que je vous ai partagé ce ras-le-bol par rapport au OKC, mais la seule chose qui me semblait intéressante, c'est que j'ai vu pas mal d'observateurs, je vais dire plutôt neutres, encore une fois, je parle pas des fans des deux équipes, parce que forcément, on a toujours un jugement un peu obscurci par l'adulation qu'on porte à nos équipes favorites, mais les neutres se rendent quand même compte qu'il y a un blâme, sincèrement ici, il y a un blâme avec OKC, les gars. C'est, c'est... Et j'ai pu le voir, c'est un certain plaisir que j'ai eu en voyant un peu les observations et les analyses post-game des différents observateurs. J'ai vu certains tweets, certaines interventions sur des plateaux, peu importe la forme, mais souvent les lendemains des matchs, j'avais des affirmations de personnes qui... J'avais l'impression qu'elles venaient un peu de se réveiller. Pourtant, je vous assure, ça fait quasi 2 ans que ça dure avec OKC. Ceux qui ont suivi vraiment le basket de manière assidue, qui ont vraiment aimé suivre ça, aimé regarder, même, je vous dis, j'ai du mal à les regarder. Je les regarde quand même parce que, bah, ils sont toujours au top, les gars. C'est la meilleure équipe de la ligue sur les 2 dernières années écoulées. Ça, y a aucun doute là-dessus. Mais, je vous ai dit, c'est cette frustration de voir cette équipe jouer une défense si dure, à la limite du dirty, et parfois la limite du dirty est même entamée, je vous en ai déjà parlé, on va revenir dessus. Alors que, de l'autre côté, quand eux attaquent, on a l'impression que on peut pas les toucher avec du velours. Vous voyez, ça c'était vraiment... Et j'ai d'ailleurs trouvé que c'était moins marqué lorsque les matchs ont eu lieu à San Antonio, parce que je pense que le Game 3 est gagné par OKC plutôt... Comment dire? Plutôt ok, j'ai pas été choqué. Je me suis pas dit, oh là là, quel scandale. Non, je pense qu'ils gagnent le match, on va refaire le match-up un par heure. Je pense qu'on va faire ça, au lieu de faire des observations comme ça en direct, mais j'étais assez... Comment dire? Je veux pas dire satisfait, mais j'étais rassuré quelque part de voir pas mal de personnes, d'observateurs du sport, se rendre compte que c'est pas possible de pouvoir jouer aussi dur en défense et de jouer aussi soft en attaque. Et que quelque part que la manière
d'arbitrer les matchs suivent ce courant. C'est ça qui est surtout frustrant. Que le Thunder tente de faire ça. Ma foi, c'est tout à fait acceptable. Mais le fait que les arbitres aillent dans ce sens et que le jeu soit arbitré de cette manière, même en playoff, ça a un côté qui pour moi est tout bonnement insupportable. Donc j'étais quelque part rassuré de voir pas mal d'observateurs, même neutres, comme je vous disais. C'est surtout ceux qui m'intéressent ici, parce que je suis le même, quoi. Il y a une équipe que j'adore, je peux jamais parler à chaud. Parce que je suis toujours, je vous dis, mon jugement est toujours un peu obscur si j'ai tendance à voir soit trop beau, soit trop là, d'une manière ou d'une autre, quand c'est une équipe que j'affectionne particulièrement. Mais quand ici, je peux simplement regarder le match en étant neutre, c'est-à-dire que, est-ce que je préférais que les Spurs gagnent? Oui, parce qu'OKC, j'ai une fatigue mentale d'OKC, mais je suis neutre. C'est-à-dire que si les Spurs perdent la série, ça va pas avoir beaucoup d'impact. Sur moi, je me dirais juste, bah, c'est dommage, on reverra cette bande-là, on va la revoir dans les années à venir parce qu'ils sont vraiment très très talentueux et ils sont plutôt bien coachés en plus, donc clairement, on va les revoir. Donc, je vous propose de passer directement dans la série. Ensuite, on fera l'autre série. Je vais refaire tous les match-ups parce que malheureusement, comme je viens de revenir, bah, je dois prendre le train en route, le train en marche en tout cas. Et, et let's go, on va refaire ça. Je vais essayer de faire ça rapidement. Je vais pas commencer à m'attarder sur tous les match-ups, mais on va discuter de ça. Alors, le premier match, pour moi, était un peu une surprise, je vous le cache pas, de voir le Spurs capable d'aller offset, offset, le Thunder chez eux au Game 1. C'était impressionnant à voir, mais je pense que c'est le match, sincèrement, quand vous voyez ce match, j'ai vraiment eu l'impression que c'est le match qui a fait comprendre à OKC, si on ne joue pas à la limite du dirty en défense, on peut pas gagner cette série. Je m'avance peut-être un peu trop, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. C'est-à-dire, est-ce que on peut pas laisser jouer Wemby, on va dire ça comme ça. En preview, j'aurais voulu en parler un peu avec vous, j'ai vraiment pas eu l'occasion de le faire, ni le temps, ni la possibilité, mais en début de série, je me suis dit, tiens, est-ce que le duo Hartenstein-Holmgren peut rendre la vie difficile à Wembanyama? Et si la vie est rendue difficile à Wembanyama, est-ce que les lieutenants vont pouvoir sortir du lot et faire du bon boulot? C'était vraiment la question que je me posais, parce que je pense que c'est une des raquettes les mieux équipées pour défendre Victor Wembanyama. Quand on a deux big men comme ça qui sont capables de jouer dur, qui sont capables d'avoir une certaine taille, d'avoir une certaine envergure, ils peuvent vraiment le gêner. Parce que, je vais rappeler ce que j'ai déjà dit à de multiples reprises, je suis convaincu à l'heure actuelle, dans la NBA actuelle, qu'on ne peut pas museler un bon attaquant. Enfin, un attaquant élite. Je veux pas dire un bon attaquant. Un attaquant élite, on peut pas le museler. Mais par contre, on peut très certainement le gêner. On peut rendre sa vie compliquée, on peut le faire bosser pour des choses simples. Et ça a tendance à avoir un impact, surtout sur une série où on est au meilleur des 4 matchs. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce poids finit par s'accumuler et finit par avoir un impact sur l'adversaire. Mais quand vous avez Victor Wembanyama qui lâche ce match-là, je suis navré les gars, mais ils ont dû se dire ok, non. On peut pas le laisser jouer comme ça. Regardez juste la ligne de stats. Alors évidemment, c'est 49 minutes, ça doit être... si c'est pas son record en carrière, on y est. On n'est pas loin en tout cas. 41 points à 14 sur 25. 1 sur 2 à 3 points, 12 sur 13 au lancer franc, 24 rebonds. 3 assists pour 3 turnovers, ça c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais on peut, avec tout ce qu'il a fait de bien sur le côté, on peut carrément vivre avec. Et ensuite, vous avez 1 steal, 3 blocs. Je veux dire, c'est irréel. Il pouvait strictement rien faire contre lui. Sincèrement, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ils vont pas pouvoir le laisser jouer. Parce que si vous regardez le reste du line-up, les pourcentages ont franchement pas été bons. Hormis Keldon Johnson du banc, mais on sait qu'il est capable. Là. Il est pas meilleur six-man of the year pour rien. Il y a aucun doute là-dessus. Mais ce qui m'intéresse aussi de discuter le premier match-up avec vous, c'est que on avait discuté, si vous vous souvenez, on avait fait un épisode à l'époque pour définir les titres individuels décernés. Et je vous avais dit, ce que je pensais, et ce qui était à mon sens très clair de par les différentes observations que j'ai pu effectuer, c'est que SGA allait être MVP, il allait gagner son deuxième MVP, même si la lutte était serrée, même s'il y avait des candidats très sérieux cette année, le titre allait pas lui échapper. Et imaginez Victor Wembanyama sur le banc, assis, qui doit assister à Shea prendre quelque part un titre sur lequel Wemby avait les yeux rivés, c'est-à-dire le MVP, et se dire bon, ok, assez, c'est assez.
il faut absolument que je marque le coup après ce. Vous voyez, le côté symbolique de marquer le coup quand le joueur d'en face vient d'obtenir le trophée, j'ai trouvé ça assez. J'ai trouvé ça assez poétique, j'ai trouvé ça assez chouette. Honnêtement, de voir Wemby sur le banc comme ça en train de l'observer, que ce soit directement ou indirectement, se dire ah, il chope le trophée que je veux, donc il faut que je montre ce que j'ai dans le ventre, surtout à OKC, on sait que c'est une salle très chaude, c'est un public très chaud, et juste après que leur joueur a gagné le MVP, j'ai trouvé ça absolument incroyable, c'était poétique, donc on a vraiment, euh, c'était monstrueux comme match de Wemby, c'était un chantier, et ce qu'il a fait sur la raquette d'OKC, c'était gênant. Je veux dire, je vous parle des deux joueurs qui sont censés le défendre. D'ailleurs, je me suis demandé si Hartenstein allait être jouable dans la série après le premier match. Hein. Ben, la preuve, c'est que Marc Daigneault pensait que non, en tout cas. Marc Daigneault s'est dit, bon, après 12 minutes, c'est au revoir. Parce qu'après 12 minutes, je veux dire, il y avait déjà deux fautes et la pression qu'il pourrait pas amener grand-chose à la série. Parce que j'aime beaucoup Hartenstein, je l'adorais à New York, je l'aime beaucoup au KC parce que c'est un role-player qui sait qu'il est un role-player. Et moi, j'ai tendance à adorer ces joueurs-là. Il y a des stars, il y a des superstars, il y a des role-players. Mais les role-players qui sont capables d'assumer ce statut et de faire ça à fond, en général, j'ai une certaine affection pour ces joueurs-là. Et il en fait partie. Il est capable de faire absolument ce que le coach lui demande. Il n'y a pas d'ego sur le chemin. On va faire ce qu'il faut pour l'équipe. Et j'ai tendance à vous dire que, personnellement, j'adore ça. Donc, là, j'ai eu peur. Je me dis non, c'est pas possible. Parce que quand vous regardez les deux en 53 minutes, on va additionner un peu Holmgren et Hartenstein, les gars, ça prend 10 rebonds. Wemby en prend 24. Vous vous doutez que ça peut pas marcher, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un génie des analytics ou même un génie du sport pour comprendre qu'on peut pas. Sinon, ça va pas gagner beaucoup de matchs. Donc, vous avez J-Dub qui, c'était son retour en plus, si je dis pas de bêtises, c'est son retour ou son deuxième match, et déjà le fait qu'il joue 37 minutes, j'étais assez surpris, et on va voir par la suite que c'était peut-être pas la plus brillante des idées, qui lui au final, pour son retour, a fait un plutôt excellent match. SGA qui au niveau de la passe a été plutôt redoutable, mais 51 minutes de jeu les gars, c'était quand même quelque chose. Par contre 7 sur 23 au shot, hein, c'est tellement inhabituel de SGA ça, tellement inhabituel. Justement il est connu pour ça, il est connu pour ses pourcentages au shot assez hauts, en général il prend des shots assez intelligents, et en plus de ça il a tendance à être beaucoup sur la ligne. Après il a quand même ses 9 lancers, il s'agit de pas déconner, on est à OKC, il fait quand même ses 9 lancers et il en met 8, donc tout le mérite lui revient, mais c'est vrai que 24 points en 23 shots, je pense que les Spurs se disent on peut vivre avec ça. On peut clairement accepter le fait que. On peut parfaitement accepter le fait qu'ils jouent à ce niveau-là. Tu peux marquer 24 points tous les matchs. S'il te faut 23 shots, on trouvera une solution pour vous battre. Mais je veux dire, Hartenstein qui, après, est pas connu pour son côté offensif, donc pour un shot, il le rate. Chet qui joue à 2 sur 7. Ça, c'était vraiment. 0 sur 3 en mid-range, globalement, parce qu'on fait du 2 sur 4 à 3 points. C'était franchement pas un bon match, donc je vous dis, après, je vous parlais de role-players qui connaissent leur rôle, qui l'acceptent et qui le font à fond. Alex Caruso, il est sur à mon sens, à l'heure actuelle, pas dans l'histoire de la ligue, mais à l'heure actuelle, il est dans le panthéon des role-players. Parce qu'il a un talent énorme, il joue très bien le basket, il le comprend très bien, mais il connaît sa place. Il connaît absolument sa place. Et là, par contre, il a eu un peu le feu vert, parce qu'il y a que lui qui shotait bien. Il y a que lui qui avait des bons pourcentages au shot, mais il a fait un match absolument incroyable. Si Caruso ne sort pas ce match-là, je pense qu'on a droit à blowout. Sincèrement, même quand je regardais les images, je le voyais mettre. Et c'est gros shot sur gros shot en plus. Ça. Il n'y a pas de garbage time où on essaie de gonfler les stats. Non. Il a mis des énormes shots. Il a été absolument incroyable. Je ne sais pas vous dire grand-chose d'autre. J'ai adoré son jeu. J'ai été assez content de voir AJ jouer un peu aussi. Après 34 minutes quand même. Même si oui, on a moins de shots évidemment, on a J-Dub qui revient, on a SGA, on a Caruso qui avait la main chaude, ça va arriver, il y a pas de problème avec ça, il fait partie de l'équipe. Mais par contre, 5 passes pour 0 paire de balles avec 2 styles, je prends ça tous les jours aussi pour un joueur de banc. Je vous le dis depuis quand même assez longtemps, j'ai l'impression que OKC a le roster le plus complet de la ligue, et s'il y a une équipe qui peu à peu jouer avec eux à ce niveau-là, c'est peut-être bien les Spurs. Et on s'en rend compte lors de la série, et on va voir ce qui se passe cette nuit. Sur un match absolument pivot. L'importance est énorme. Donc, la question va être de savoir est-ce que les Spurs peuvent aller chercher ça ou non. Bref, revenons à nos moutons parce que je m'éloigne. Donc, sur le premier game, on peut littéralement résumer ça à un match monstre
de Victor. C'est ridicule. Sincèrement ridicule. Ce qu'il a lâché là, les gars, c'est... Je vous dis, ces lieutenants n'étaient pas mauvais, mais c'était pas incroyable. Et on a Stephen Castle qui s'est dit, tiens, je veux être absolument parfait en balance, donc vu que j'ai lâché pas mal de passes D, je peux me permettre de lancer la balle de tous les côtés. Et ouais, ça c'est pas... Je crois qu'il a établi un record d'ailleurs, Stephen Castle, si je ne dis pas de bêtises, sur 2 matchs, je crois qu'il a fait 20 turnovers. 20 pertes de balles en 2 matchs. Je pense qu'en playoff, c'était jamais arrivé. C'était une stat dans le genre qui était assez folle. Et du coup, j'étais assez surpris, mais quand j'ai vu j'ai pas regardé tout le match, parce que l'horaire parfois est un peu dur à suivre, mais quand j'ai pu faire un peu de direct, un peu d'extérieur, et c'était, c'était franchement plutôt bon. Et quand j'ai vu le début des images, puis quand je me suis levé le lendemain et que j'ai vu la ligne de stats comme ça, je me suis dit, ok, bah s'il peut se permettre de faire ça, il va. C'est-à-dire que ça voulait dire dès le premier match que je m'étais totalement gouré. Parce que je vous dis l'observation que je m'étais faite, c'était est-ce que Hartenstein et Holmgren vont pouvoir gêner Wemby comme d'autres n'ont pas pu le faire. Et après le premier match, la réponse c'était catégorique, c'était non. Mais comme je vous ai dit, j'ai tendance à ne jamais m'enflammer sur un seul match. J'essaie de tirer des enseignements, j'essaie d'analyser ça à froid, mais je commence pas à m'emballer à me dire ok, c'est comme ça que la série va se passer. Non, c'est beaucoup trop complexe, ça change beaucoup trop, c'est vraiment une question de run, une question de momentum et de momentum switch. Donc je voulais impérativement garder la tête froide, mais j'étais super content, j'étais sincèrement super content pour Victor Wembanyama qui est un talent énorme on attend depuis des années, je dirais, pour les gens qui suivent le basket, c'est vraiment des années qu'on l'attend, et là, pour sa première campagne de playoff, il nous aura sorti quand même quelques dingueries, et pour moi ça c'est sa plus grosse. Faire ça sur le parquet des Thunder en ouverture de série, c'était démentiel, et j'étais vraiment sincèrement heureux pour lui, je dis, voir autant de... Les stats étaient juste indécents, donc ça a fait très très plaisir pour lui. Alors évidemment, on a le deuxième match, le Game 2, où c'est là que j'ai vu énormément de réactions. Je vous cache pas, c'est au lendemain de ce match que j'ai vu énormément de réactions de gens, parce que ce match était... Je suis navré de vous le dire comme ça, le match était dégueulasse. C'était atroce de voir le nombre de gestes atroces, notamment d'Isaiah Hartenstein. Je vous dis, j'apprécie le joueur, mais j'ai détesté son match. Il a fait ce qu'il fallait. Encore une fois, quand j'ai vu sa citation de fin de match à l'interview, ça m'a permis de l'apprécier encore plus. Parce il était là en train de dire, je dois faire ce que le coach demande. Parce qu'il était sorti du terrain après 12 minutes au match précédent. Faut bien s'en rappeler. Donc, il vient avec la bonne mentalité. Il vient pas, vous voyez, avec une attitude revancharde en disant, il faut, non, 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 non. Il est venu sur le terrain tel un guerrier. Il a dit, ok, je vais faire ce que l'équipe attend de moi. Et globalement, ce que l'équipe attendait de lui, c'était être à la limite du dirty en permanence sur Vic et espérer que les refs aillent dans son sens, ce qui a été le cas. Parce que le fait que Isaiah Hartenstein finisse avec 4 fautes sur ce match, les plus optimistes diront que c'est un miracle, le reste dira que c'est un scandale. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir autant de gestes inappropriés et illicites sur un terrain et de s'en sortir avec 4 fautes. Je vous assure, c'est vraiment pas possible. Et moi, j'étais complètement estomaqué. Pourtant, j'ai déjà vu ça à de multiples reprises à OKC qui s'en sort avec ça et qui, en plus de ça, prend les lancers francs de l'autre côté. Ils ont tendance à rendre assez fou. Et voilà, la stat de laquelle je vous parlais, les 9 paires de balles de Stephen Castle, qui faisait 20 turnovers, du coup, en 2 matchs de playoff, je pense vraiment que c'est une première. Je pense vraiment que c'est une première. Personne n'a fait 20 en 2 matchs. Donc, et malgré ça, le truc qui est ce qui, moi, m'a vraiment choqué, c'est que malgré le traitement que Wemby a reçu de la part d'OKC, il termine quand même à 50% au shot. Il termine quand même avec 6 passes D pour 4 paires de balles. C'était un peu dommage, mais encore une fois, c'est compliqué de pas perdre la balle quand vous vous faites autant malmener. Franchement, c'est dur. On a quand même un steal, on a 4 blocs. Donc, on a un match tout à fait respectable. Malgré le traitement limite barbare subi par l'équipe d'en face. Mais ouais, c'est là que je me suis dit, ok, ça va quand même être une série. Parce que malgré le fait que j'ai détesté le refereeing et j'ai détesté la manière de jouer d'OKC, je me suis dit, malgré ça, c'est pas un blowout. Ils étaient quand même dans le match, ils auraient pu... Il y a quelques moments où je me dis que les Spurs auraient pu s'envoler. Donc j'étais assez frustré, évidemment, hein, des refs NBA, mais vous allez vous en rendre compte, je suis souvent frustré avec les refs NBA.
C'est la chance que j'ai. Je ne suis pas un joueur, je ne suis pas un coach, je suis lié à aucune organisation, je peux parler tranquille. C'est juste moi en tant que fan et en tant qu'observateur qui tire des conclusions. Et chaque fois que je les vois jouer comme ça, ils me rendent complètement fou. Donc, on a, on a Shea qui shot à 12 sur 24, ce qui est beaucoup plus proche de ses moyennes. Malgré les 0 sur 3 à 3 points, on termine quand même à 30 points en 24 shots. C'est, encore une fois, il fait mieux que ça contre la majorité des équipes, mais ça reste un tout bon match. À 9 passes D pour une paire de balles, un style de bloc, Shea nous sort vraiment un tout gros match. Et s'il en francs, donc c'est même pas encore énorme. Ce qui était plutôt, je vous dis, c'est pas tellement le côté offensif qui m'a frustré sur ce match, c'est le côté défensif où on pouvait faire globalement ce qu'on voulait à Victor Wembanyama et on sifflait une faute de temps en temps. Je pense sincèrement que Hartenstein n'aurait pas dû rester autant sur le terrain et que ça changeait un peu la phase du match, mais on va quand même pas revenir là-dessus. C'est une simple observation où on s'est dit, ok, ça reste ok ici. On va pas venir faire le rouleau compresseur chez eux et les humilier 2 jours de suite. Voilà, ça reste une équipe de premier plan, ça reste une équipe tout à fait redoutable. Donc, ce match-là, je vous dis, c'est là que le lendemain que j'ai commencé à me renseigner un petit peu, à avoir un peu comment dire, l'observation d'autres personnes que moi, d'autres chaînes, d'autres podcasts, peu importe la source, j'ai commencé à me renseigner un peu en me disant, tiens, il y a que moi, il y a que moi où ça rend complètement fou. Et au fait, c'est cool, il y a pas que moi. Donc, ça, c'était assez chouette. C'était vraiment assez chouette de mon côté de me dire, ok, je ne suis pas simplement un hater, parce que ça, c'est quelque chose qui me fait toujours un petit peu peur. C'est que quand je fais une observation, mon but est d'essayer d'être le plus objectif possible, d'être un observateur aussi neutre que possible. C'est comme ça que je pense on peut donner la meilleure info. Et quand en général j'ai des équipes favorites, je vous l'annonce directement. Comme ça, si je suis de mauvaise foi ou que je suis un peu trop dans le positif ou trop dans le négatif, vous savez d'où ça vient. Mais lorsque je parle de match neutre comme ça, j'aspire quand même à vous donner une information aussi neutre que possible. Donc quand j'ai vu pas mal de pundits, pas mal de fans, pas mal réagir à ça, je me suis dit, ok, ça va, j'étais pas tout seul, parce que c'était vraiment atroce à voir. Et on a aussi le moment où on s'est dit, ok, Stéphane Kessel est un joueur excellent, le futur est entre de bonnes mains, mais il peut pas perdre la balle comme ça. Pas contre OKC, ils font payer ça beaucoup trop cher. Donc on a globalement un retour d'OKC qui fait un excellent match. Les arbitres ont laissé faire. On peut pas en vouloir à OKC, c'est ça que je veux dire. On peut en vouloir éventuellement à la Ligue, on peut en vouloir au ref, on peut pas en vouloir à OKC. Eux, ils ont joué leur jeu, ils se sont dit, ok, euh, l'alien, on peut pas le laisser jouer comme ça. Et il peut pas commencer à acheter à ces pourcentages-là, à nous manger dans la raquette, à nous manger en dehors de la raquette. Non, ça c'est pas possible. Donc, ils ont mis leur plan exécution. Ils ont empêché Wembanyama de faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire être excellent au basket, et ils l'ont pourri. Mais quelque part, je me disais, tiens, avec le déferlement d'infos qu'il y a eu après ce match, est-ce qu'il va y avoir un changement à ce niveau-là? Est-ce que justement les rêves vont être soit remis en cause par la Ligue, soit vont en discuter entre eux et regarder les images et se dire, Hmm, on peut peut-être pas trop laisser ça passer. On doit peut-être faire plus attention à ces gestes-là, parce que je dis, c'est devenu la norme maintenant que quand Victor est dans la raquette côté offensif, et il est là soit pour aller chercher un rebond offensif, soit pour aller. Le fait qu'on lui attrape une main et un bras, c'est devenu la norme. Je veux dire, c'est un peu comme le tirage de maillot sur les corners au foot. Ça, c'est un truc qui me rend fou depuis que j'aime le foot. C'est cette manière de différencier la manière d'arbitrer dans le rectangle et en dehors. C'est un truc qui me rend complètement dingue. Tu veux rendre ça plus propre, tu siffles des penalties pendant quelques matchs, et tu fais comprendre que ce ne sera pas toléré. Bah, ici, c'est un peu la même chose. Il faut marquer le coup par moment. On peut pas laisser ça arriver. Je ne sais même pas. Il y avait une image où je vois que je crois que c'est Stephen Castle qui se fait attraper par les cheveux carrément. Je me dis mais c'est qui? C'est Chet, c'est Hartenstein. Je suis navré, je me rappelle plus de qui côté OKC il attrape carrément par les cheveux. Je me dis alors les gars, il faut que ça s'arrête quand même. Il faut un moment qu'on joue au basket. C'est bien là. En plus, vous le savez, je peux pas être non plus tout à fait paradoxal. Vous savez que j'aime le côté défensif des playoffs. Le jeu en playoff est beaucoup plus intéressant pour moi parce qu'il y a justement cet aspect défensif qui prend beaucoup plus d'importance. Mais là, c'était juste un peu trop. Je vous ai dit, je suis pas nostalgique de l'époque des Bad Boys des Pistons. Pas du tout. Mais j'aime quand même bien la fierté du joueur de basket qui se dit, je vais pas juste laisser mon vis-à-vis marqué sur ma tête à chacune des actions. Ça, c'est juste pas possible. Et je trouve que la majorité des joueurs prennent ce challenge. En général, c'est là que je prends le plus de plaisir à observer le basket. Donc le Game 3, on se demande s'il y a... Vous voyez, ce genre de... Mon Dieu, pourquoi il me lance ces vidéos à chaque fois, lui, il est pénible. On se dit, tiens, est-ce qu'il y a un swing? Parce que les Spurs ont commencé très fort. Ensuite, ils perdent un match à l'extérieur, c'est rien. Mais là, ils perdent le premier match à domicile. On se dit, tiens, en plus de ça,
Un match un peu atypique où les starters n'ont pas très bien joué, mais le board OKC, les gars, je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire de la... Pardon, dans l'histoire de la ligue. C'est du jamais vu. Ils ont... Le board a marqué plus que le 5 majeur, et regardez la profondeur du board, le nombre de joueurs quand même qui ont pu jouer avec des belles minutes en plus, ça. Jalen Williams, Alex Caruso, Carson Wallace, Jared McCain. On a des mecs qui ont joué, hein. C'est pas juste des 4-5 minutes par-ci par-là pour faire souffler la star. Non, 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 vraiment. Vous savez que j'adorais Jay, là il passe un peu à côté de son match. Ça arrive d'ailleurs, il a pas joué beaucoup. Je pense qu'ils se sont rendus compte que... Marc Denio s'est rendu compte que 3 paires de balles en 17 minutes, c'est pas possible, par exemple. Vous voyez, ça c'est juste pas possible. Et en plus de ça, 1 sur 5 au shot. Bref, c'était pas son match. Il a fait assez de matchs excellents comme ça peut arriver, c'est encore un très jeune joueur. Et il va prendre ça, c'est un enseignement pour lui au final. Il y a aucun doute, moi je prends ça de manière tout à fait positive. Mais d'ailleurs, je me demande, je ne sais pas si je suis en train de dire une bêtise ou non, mais c'est possible que oui, je me demande si c'est pas le match où il se blesse. Je pense pas que Marc Denio le sort directement de la rotation, je pense qu'il se blesse. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'il se blesse. Et ça, c'était un coup dur d'ailleurs. Parce qu'on perd déjà J-Dub. C'est que je vous l'ai pas dit sur le match précédent, en Game 2, on perd J-Dub. Il vient de revenir très récemment, c'était son 2e ou 3e match, et on le perd déjà. Parce qu'il est revenu peut-être un peu vite, et il a... Après, je suis pas docteur, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Il est revenu un peu vite pour jouer des matchs d'une telle intensité, parce qu'en playoff, les gars, l'intensité, elle est absolument ridicule. Donc, quand on revient comme ça, vous voyez, on a été écarté des taras, on n'a pas pu garder son corps entraîné pour le sport, et on revient à une intensité pareille contre une équipe comme les Spurs qui demande énormément d'efforts. Et du coup, on le paye cash. Il n'y a rien à faire. On le paye cash, on a un blessé. Et là, AJ sort. Donc ça veut dire que c'est 2 joueurs. Je veux dire, un joueur absolument majeur avec J-Dub et un joueur qui s'est rendu majeur avec AJ. AJ s'est rendu majeur pour le Thunder sur ses playoffs. C'est indéniable. Ce n'est pas juste mon côté belge. Si vous regardez un peu, AJ a joué un basket de qualité. Il a été très bon dans le système. Et c'est une perte, il n'y a rien à faire. Surtout quand vous perdez J-Dub et qu'au match d'après vous perdez AJ, c'est là que ça pose vraiment un problème. C'est que vous perdez vraiment 2 énormes options. Sur le poste 2A, sur le back court, on va dire ça comme ça, ouais, parce qu'on sait qu'il n'y a pas trop de position à ce niveau-là. Donc, côté Spurs, le pire, c'est que ils se font blowout. Alors pour moi, quand il y a 15 points, il y a un blowout, il n'y a aucun doute que ça. Le banc a été absolument... Il y a eu des momentum swing où un peu comme contre les Lakers, où quand Shea sort du terrain, vous avez l'impression qu'il y a une escouade de joueurs affamés qui rentrent sur le terrain et qui jouent super bien. C'est vraiment une force incroyable du Thunder. Leur meilleur joueur sort du terrain, va sur le banc, et là, ils jouent à basket, les gars, la vitesse, la précision, la cohésion d'équipe, et ils font des runs comme ça, ils vous lâchent des 12-2, des 12-4, je suis là, mais j'ai pas vu ça venir, moi. Et pourtant, ils sont coutumiers du fait. Ils le font vraiment, vraiment souvent. Et je suis à chaque fois surpris. C'est bas, vous allez me dire, c'est stupide d'être surpris par une chose qui est déjà arrivée par le passé. Mais malgré ça, je m'y fais pas tellement ça me semble exceptionnel. Et ce que je vous dis, c'est que le match n'était pas horrible, sauf que, vous voyez, le board des Spurs n'a pas été à la hauteur du board d'OKC. Mais en même temps, c'est quasi impossible. Je crois que c'est une première dans la ligue, hein, sincèrement. Jared McCain, qui a été, n'oublions pas, un transfert en cours de saison, qui est venu des Sixers, pour une contrepartie quand même conséquente, mais quand je vois ce qu'il apporte, et surtout c'est un jeune joueur, le futur des Thunder, ça me gêne de vous le dire, ça me fait vraiment mal de vous le dire, mais mon Dieu, il va y avoir des choix difficiles à faire, ça c'est sûr, parce qu'à un moment on peut pas payer tout le monde. C'est une ligue avec un cap, je vous le dis, c'est un cap salarial, donc on peut pas juste distribuer les millions comme on le fait au football, où on peut juste donner des gros salaires, et si on a une bonne banque derrière et si on a un bon fonds d'investissement derrière, on peut faire ce qu'on veut avec le chèque de quelqu'un d'autre. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est absolument pas le cas. Il y a un cap et vous devez être dans le cap. Ou si vous dépassez un peu le cap, vous devez payer un surplus qui est vraiment énorme, qui s'appelle la luxury tax. On aura l'occasion d'en parler une autre fois si je vois que ça peut vous intéresser ou qu'il y a des questions à ce sujet-là. Mais ils doivent rester dans le cap. Donc, à un moment, il y a tellement de joueurs qui deviennent bons à OKC qu'il faudra faire des choix difficiles. Mais je vous dis, pour moi, Sam Presti est un des meilleurs de la ligue à ce niveau-là, donc je pense qu'il va être capable. Il va être capable d'avoir des bons retours sur investissement et il va être capable. Ouais. Parce que je fais une parenthèse ici, mais je me poserai. Quand j'ai vu le niveau de jeu d'AJ Michel et ce qu'il coûte, je me suis dit, est-ce qu'ils vont garder Jalen Williams l'année prochaine? Et pas parce que Jalen Williams n'est pas bon, c'est un excellent joueur, c'est un de mes postes 2 préférés de la ligue, je vous en ai déjà parlé. D'ailleurs, s'il était libre, pour les Lakers,
Je vous cache pas que J-Dub, je signe tous les jours de la semaine. Hein. Un backcourt Luka Doncic J-Dub, je prends tous les jours de la semaine. Hein. Un mec avec une très bonne défense, capable de jouer derrière Luka, mais qui offensivement est capable de créer son propre shot, qui est capable de jouer en dehors du système. Je signe tous les jours de la semaine, moi, ça, ce joueur-là, donc je peux parler tranquille. Mais il coûte tellement cher par rapport à AJ, et il y a tellement de joueurs qui vont pouvoir être éligibles à un meilleur salaire qu'à un moment, je vous dis, il va falloir faire des choix compliqués. Et c'était une petite parenthèse, on voit juste, il n'y a pas énormément de choses à dire, c'est vraiment, ils ont été outplay, simplement, les Spurs. Le board OKC a mis un coup de fouet historique, c'était absolument incroyable. Mais regardez juste simplement les pourcentages au shot du banc, c'est indécent. Ce qu'ils les ont apporté, le nombre de points, et le fait qu'il score plus que le 5 majeur, qui lui n'était vraiment pas dans son assiette. Hein. Enfin, pas dans son assiette, hormis que Shea a réussi à vendre pas mal de shots. Et pourtant, c'était à San Antonio. Hein, donc on peut même pas dire, c'était à OKC, donc les arbitres étaient un peu plus light. Non, 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 il est allé chercher ses 12 lancers francs. Et à la passe, m'a vraiment impressionné Shea. Je sais qu'il a ça dans son jeu, mais pas à ce point-là. Le nombre de passes par rapport aux turnovers, sa balance est toujours excellente contre les Spurs. Et c'est quelque chose qui fait plaisir à voir. C'est une facette de son jeu que je ne connaissais pas assez bien. Je me devais de le reconnaître. Donc, pas un super match de base, mais Jared McCain a mis des shots énormes. Caruso a été vraiment bon. Jalen Williams, on a l'impression qu'il pouvait pas rater à 3 points, le gars. Sa balle touchait la main aux 3 points, elle brûlait un peu, et c'était ficelle. Honnêtement, j'étais assez impressionné. C'est un match où je me suis dit, tiens, c'est là qu'on va voir la force de caractère des Spurs. C'est là qu'on va voir ce qu'ils ont dans le droit. Parce que là, ils sont un peu dos au mur. Pourquoi je vous dis ça? C'est que malgré le fait qu'ils ont gagné le premier match à OKC, ils perdent le deuxième match avec un sentiment un peu amer parce qu'on se dit que les refs ont eu un impact sur le match. On va pas tourner autour du pot. Les refs ont clairement eu un impact sur le match, mais sur ce match-là, j'ai pas eu l'impression, en tout cas, ouais, il m'énerve toujours. Okay, si je vous le dis, moi, quand je regarde les matchs, c'est d'ailleurs pour ça que je suis content de pas encore faire proposer ce type de contenu. Vous, je sais pas si un jour ça arrivera, peut-être, si je remarque une demande où ça peut être intéressant, mais commenter les matchs en direct, les matchs de Casey, il faudra que je me prépare mentalement, il faudra que je boive un thé à la camomille et que je fasse quelques exercices de méditation pour ne pas être complètement. Des fois, je vous assure, il m'enrage, il me rend complètement fou. Donc oui, évidemment, de moments, il me rend fou, mais là, je me suis juste dit, bon, ok, il y a eu des shots qui étaient absolument incroyables. Je vous dis, Jared McCain m'a vraiment impressionné. Le mec, il a des nerfs d'acier pour son jeune âge. Et on parle comme de finale de conférence ici. Donc quand t'es un jeune joueur, et qu'en plus de ça, t'es à 20% à 3 points, ce qui est absolument dégueulasse. Mais que malgré ça, tu parviennes à avoir des pourcentages de shots qui sont bons et à prendre des gros shots à des moments très chauds du match qui changent vraiment un momentum. Ah, félicitations, hein, mon gars, je vous dis, la ligue est entre de bonnes mains. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui m'ont impressionné sur ces playoffs. Et les jeunes Spurs en font partie aussi. Hein. Ne vous inquiétez aucunement. Ils ont été vraiment très 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 bons. Et là, on voit que il y a eu une discussion autour de Stéphane. Hein. On a réduit un peu les turnovers parce que c'était vraiment pas possible. Vous allez me dire, ils perdent quand même le match, donc c'est pas la seule chose, mais ça faisait quand même plaisir d'avoir un match un peu de la sorte. Où il perd pas trop la balle. Pourtant, après, regardez, sa moyenne au shot est vraiment pas bonne. Par contre, il a provoqué énormément, très agressif. C'est une chose qui m'a pas mal plu, et il a eu droit à des coups de sifflet, pas mal. Mais c'est vrai que Victor Paris, je veux pas dire qu'il passe à côté de son match, parce qu'on est quand même à 26 points à 8 sur 15. Il faut pas déconner non plus. Par contre, 4 rebonds en 39 minutes, c'est absolument étonnant de la part de Wemby, ça. 3 assists pour 2 turnovers, on est souvent dans la même zone, et il reste en défense, ça reste Wemby. Devin Vassell a fait un super match, capable d'être le parfait lieutenant. De'Aaron Fox fait plutôt un bon match. Pourtant, il m'a déçu pas mal pendant ses playoffs, je vous en ai déjà parlé, mais il a été plutôt bon sur ce match-là. Et le banc, pas énormément de choses à dire. Harper a tendance à se faire sentir quand il sort du banc. J'adore ce joueur, hein. Ce rookie est vraiment, vraiment excellent. On en a moins parlé cette année à cause de la doublette Con Knuppel et Cooper Fly, pardon. Mais c'était vraiment un des meilleurs rookies de la ligue. Et en plus de ça, dans une équipe qui tourne, contrairement aux deux précités, lui, il la joue dans une équipe qui tourne, dans une équipe qui a gagné, qui a été absolument pertinente. Donc c'est d'autant... Enfin, je sais pas si c'est d'autant plus difficile, mais on en est pas loin en tout cas. C'est assez compliqué de vraiment s'insérer dans une équipe. Vous avez un peu à boire et à manger. C'est-à-dire que c'est compliqué de s'insérer dans une équipe qui joue la gagne, mais c'est aussi plus confortable d'être dans une équipe qui est bien où il est, vous voyez, où chacun a sa place, où on a des systèmes
Plutôt que des trucs où Copper Flag, on lui dit, bon, peut-être qu'à un moment tu vas jouer poste 3, peut-être qu'à un moment tu vas jouer poste 4, peut-être qu'à des moments tu vas jouer poste 1. C'est parfois un peu plus difficile de s'exprimer, mais Dylan Harper, les gars, excellent joueur. Et là, donc, on arrive au moment, parce que pourquoi c'est que je reviens là-dessus, pardon, je me suis égaré. Pourquoi c'est un match absolument prépondérant, le match, le Game 4? C'est que si on ne gagne pas ce match, c'est 3-A au KC et on retourne chez eux. Ça, c'est un réel problème. Alors que là, on est à la maison. Si on gagne le match, les compteurs sont à 0. On retourne au KC, on y a gagné le match. Parce que ça aussi, c'est important d'avoir. Gagner le match précédent, ça a quand même une importance. Ça, vous avez vu, il y a des momentum swing dans toutes les séries, mais gagner le match précédent, ça a quand même de l'importance. D'être capable de dire, ok, on vient d'un bon match, on vient d'un bon setup, on a fait les choses correctement, on a la confiance, un tel shot bien, un autre rebond bien, on a la défense en place. C'est important d'avoir ce genre d'énergie. Donc, les Spurs se devaient de gagner ce match. C'était vraiment un must-win. Et comme vous le savez, je spoil rien du tout, c'est de la faute déjà vue. Ils ont absolument fait ça. Donc ils ont dit, non, on va pas vous laisser venir chez nous et gagner 2 matchs de suite. Ça, on va pas laisser ça faire. Et j'ai beaucoup aimé. Une fois, vous voyez, hein, ça c'est... J'allais vous parler des pourcentages au shot de Shea, parce qu'il y a eu quelques matchs où ces pourcentages étaient franchement pas bons. Mais ici, il y a eu un facteur particulier. Et ce facteur s'appelle Stephen Castle. Les gars, la défense de Stephen Castle sur Shea, corrigez-moi, hein, ou donnez-moi des suggestions. Je n'ai jamais vu un défenseur extérieur défendre comme ça sur Shea. C'était remarquable. Et j'ai adoré ça. C'était vraiment beau à voir. Un jeune gars qui est dans sa... Stephen Castle, il est quoi? C'est sa 2e année? Je crois que c'est sa 2e année, Stephen Castle, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez le mec en playoff comme ça, il s'est dit, bon, j'ai fait 20 turnovers en 2 matchs. Ils peuvent nous mettre à 3-1 avant de rentrer chez eux. Je vais pas laisser ça arriver. Je vais simplement pas laisser ça arriver. Je vais pas laisser Shea nous bully et prendre les shots qu'il veut. Non, je vais simplement pas laisser ça arriver. Et je vous ai déjà dit, j'adore cette mentalité. Et regardez le match qu'il vous fait. Parce qu'on a un sac sur 11 au shot, donc on vit avec ça toute l'année. S'il passe pour une paire de balles, un steal, un bloc. Mais si vous regardez le match, et 5 fautes en 30 minutes. Ça, c'est logique. Pour moi, c'est logique. C'est difficile de vraiment défendre avec énormément d'intensité sur un des meilleurs joueurs de la ligue et ne pas avoir autant de fautes. Ça ne doit pas arriver. C'est logique. Ça va arriver d'une manière et d'une autre. Surtout contre un joueur comme Shea, qui vend la faute mieux que personne dans la ligue. Ça, c'est pas... À mon sens, c'est pas débattable. C'est clairement lui. Et d'ailleurs, j'ai vu des... j'ai vu des best-of que j'ai adoré et que je vous encourage à aller regarder. C'est les best-of de Shea sur le nombre de shots qu'il prend sur le match, le nombre de fois où il a un changement de motion au milieu de son mouvement qui est juste... Mais c'est insupportable. Il y a un match où j'ai vu, il y a 2 shots où il retombe sur ses pieds correctement. Parce qu'en général, quand il prend son shot, il a le mouvement, il sent que la balle est bien partie, et à ce moment-là, on devient une anguille, quoi. Et on s'écroule par terre, et on croise les jambes, et on... Je me dis, mais... Les gars, ils me font penser à des mannequins animés, vous voyez, les mannequins à un moment comme ça, où quand vous appuyez sur un bouton en bas, ils se désolidarisent, et quand vous lâchez, boum, ils reviennent droit. Je vous jure, Shea me faisait penser à ça. Je me dis, le mec peut pas prendre un shot normalement. Il peut pas juste prendre son shot et retourner en défense. Non. Il prend son shot, puis je vous dis, il fait un petit mouvement désarticulé. Ça, je me dis, mais c'est bon, ça fatigue à un moment. C'est pour ça que j'ai autant de mal avec Shea depuis... Ça fait déjà 2 ans. Je sais qu'il est double MVP, je sais qu'il est MVP des finals en titre. Tout ça, on pourra jamais lui enlever. Et c'est sûrement pas moi dans mon bureau qui vais changer quoi que ce soit, mais il faut en parler à un moment. C'est frustrant. Et j'ai vu Chet Holmgren aussi. Chet Holmgren, à sa taille, à son poids, lâcher les trucs qu'il lâche... Franchement, il y a des moments où je me demande comment ils sont pas embarrassés quand même. Quand ils vont pas dans le vestiaire, ils se disent, non, c'est pas possible, je vais quand même pas continuer à jouer comme ça. Je vais quand même me respecter un peu, je vais pas faire ça. Enfin, personnellement, moi, ça me frustre énormément, je pense que vous l'aurez bien compris, mais c'est... Défense incroyable de Stephen Castle. Les arbitres ne se sont pas trop mis dans le chemin. C'est ce que j'attends d'eux, quelque part. Le moins je parle d'eux, le mieux ils ont fait. Le meilleur match, ils ont fait. C'est simple. Et on a Wemby qui nous lâche... un truc classique, à 33 points en 31 minutes à 50% au shot.
8 sur 9 au lancer franc. Pas énormément de rebonds, mais 31 minutes, donc c'est ok. Et ça, 4, vous voyez, on est souvent dans les mêmes eaux, il est souvent proche de l'équilibre, un petit peu trop de pertes de balles, mais je veux dire, c'est une menace telle qu'il est défendu de près. Et c'est un catalyseur. Je veux dire, il y a beaucoup de ballons qui passent par lui, il crée le jeu, il ne fait pas que, il fait pas que des put-back dunk et des 3 points. Je veux dire, il y a beaucoup de choses derrière le jeu de Wemby, donc il est en fait certain que quand on a autant de usage rate, comme les Américains disent globalement, c'est le poids auquel vous avez on va dire, la gonfle dans les mains. Je crois qu'on peut résumer ça de la sorte. Et il a un usage rate qui est quand même assez haut, mais il touche quand même pas mal de ballons. Donc forcément, ça augmente les pertes de balles, même si je pense sincèrement qu'il doit mieux faire. Il doit faire mieux que 4 paires de balles pour 5 assists. À son niveau de jeu, à ce qu'il représente, il doit faire mieux que ça. Ça, ce n'est que mon humble opinion. Donc, on a un match qui est vraiment bien gagné, mais oh, je crois que j'ai entendu quelque chose de fou à propos de ça, faut que je vous en parle. 82 points. C'est le plus petit total de points scorés par OKC en 5 ans. Si je dis pas de conneries. Si vous voulez, vous pouvez vérifier cette info. J'ai vu ça parce que ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, mais 82 points. Mais c'est ridicule ça. Le Thunder score toujours plus que ça. Et non, ça fait 5 ans qu'ils n'avaient pas scoré aussi peu. Donc ça vous montre juste la performance défensive des Spurs. Je veux dire, ils scorent même que 103 points. Donc c'est pas comme si en face c'était un festival et qu'ils avaient été énormes du côté offensif. D'ailleurs, ça se voit au stats. Vous pouvez voir la ligne de stats comme moi. Ok, si, a quand même été. Ça n'a pas été une équipe facile à battre. Après, c'était un blowout. Hein. Regardez le temps de jeu des starters côté Spurs. On n'a pas eu besoin de faire trop jouer parce qu'ils ont vraiment gagné le match, mais ils ont gagné le match en défense. Et ça m'a fait terriblement plaisir de se dire, allez, on est dos au mur, les gars. Et le caractère de ces jeunes joueurs, de ce groupe et de ce coach, parce que coach Mitch Johnson fait du franchement bon boulot, pour ceux qui en doutent. Le mec, il est au point. Même si j'ai trouvé sa conférence de presse après le Game 2 un peu dommage, parce qu'il donnait un peu l'impression de vouloir une revanche, et j'avais peur que ça sonne mal côté arbitre, et qu'on lui fasse un peu payer ça, mais non, au final, de ce que j'ai pu en tout cas observer, il n'y a pas eu de retour à ce niveau-là, et tant mieux, quelque part, parce que j'ai envie que le basket soit joué par les joueurs, et pas par les interventions de coach et des refs, Keldon Johnson qui se trouve un peu en sortie de banc, et les autres qui ont globalement fait leur job. Mais ce qui est incroyable, c'est la défense que les Spurs ont été capables de mettre. Alors, encore une fois, c'est aussi plus facile. Enfin, plus facile. C'est moins complexe de défendre sur SGA quand il n'y a pas J-Dub et pas AJ. Et vous perdez ces deux joueurs-là, et vous avez forcément moins de menaces offensives. Les Spurs savent par conséquent que SGA va avoir beaucoup le ballon dans les mains, et qu'il va essayer de provoquer beaucoup de choses. C'est là que Stephen Castle s'est dit, pas ce soir. Pas ce soir. Tu vas devoir compter sur les autres pour scorer parce que je vais pas te laisser aller choisir tes spots et nous déglaguer. Je vais pas te laisser faire ça. Donc, tu vas devoir passer par moi. Et force est de constater qu'il n'a pas été capable de le faire. Franchement, énorme. Stephen Castle, je l'adorais. Je vous en ai déjà parlé assez. Mais là, il a gagné mon respect de manière incommensurable. Là, je me suis dit, ok, ce genre de jeune joueur avec un tempérament pareil, ça, j'aime beaucoup, ouais. Et surtout après 20 turnovers sur les 2 premiers matchs, être capable de lâcher une perf pareille, qui n'apparaît pas tellement dans les stats en plus. Hein. Vous pouvez pas vous dire, oh ouais, sa ligne de stats était particulièrement incroyable. Non. Non, mais si vous regardez le match, ou même des highlights, si vous n'avez pas le temps, regardez un peu. Yeah. Stephen Castle, c'était diabolique ce qu'il a fait SGA. Et c'était assez incroyable à voir. Moi, j'ai adoré en tout cas. Donc, cette série, qui est à mon sens tout à fait palpitante, un match gagné à l'extérieur chacun, un match gagné à domicile chacun, et là on retourne au OKC, mais avec un momentum qui est vraiment... Dans la balance du momentum, on est vraiment côté Spurs. Le Thunder perd 2 joueurs. Un joueur majeur et un joueur qui était en train de le devenir. Ce qui fait que ça casse un peu le rythme en attaque. Et du coup, on a de l'autre côté les Spurs qui viennent avec les dents acérées en se disant, bon, on va défendre dur sur vous. SGA va être, je vais pas dire esselé, c'est pas ce que je vais dire, mais plus esselé en tout cas en attaque que ce qu'il ne l'était. Et on va prendre avantage de ça, on va pas vous laisser... Vous allez devoir passer sur nos corps pour faire ça. Et j'ai adoré cette mentalité. Et s'ils peuvent amener ça au Game 3, on pourrait vraiment avoir une belle surprise, les gars. Sincèrement, c'est ce que je me suis dit. Directement, oh là là, s'ils peuvent imprimer une intensité défensive pareille
au Game 5, ils pourraient close ça à la maison. Ce serait pour moi une énorme surprise, hein. Si les Spurs gagnent les 2 prochains matchs de manière sèche, je serais vraiment surpris, je vous le dis honnêtement. Je pense que c'est largement possible, mais je serais surpris. Parce que ça reste ok ici. Ils ont été plutôt. Ils sont incroyables depuis 2 ans. Mais ce que les Spurs sont en train de nous montrer là, les gars, va falloir compter sur eux pendant quelques années. Parce que même d'Aaron Fox, il n'y a pas de bon pourcentage, mais 5 à 6 pour 0 paire de balles. Stephen Castle qui fait 6 pour A. Devin Vassell qui fait 3 pour A. Julian Champagny qui fait 2 pour 0. Pourtant, on a 1 sur 7. Hein. C'est leur meilleur shooter à 3 points. Et on fait du 0 sur 5 et on les blow out quand même. On a Keldon Johnson qui se trouve au shot. Lou Cornet fait un peu le boulot. Comme je dis, les autres font un peu le boulot, mais on n'a pas un match sensationnel et ça blow out. Et ça, pour moi, c'était un indicateur énorme. C'est que les Spurs n'ont même pas joué leur meilleur basket et ils les ont blow out. Et blow out OKC, regardez historiquement. Hein. OKC, ça subit pas de blow out, les gars. En général. Ça subit pas de blow out OKC. C'est très rare que des équipes parviennent à les blow out. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte, les gars? Qu'est-ce que ça nous donne? Moi, je suis super chaud. Je me dis que si les Spurs peuvent créer l'exploit d'aller gagner là-bas, mais ils peuvent revenir et gagner chez eux et terminer la série, les gars. Je suis sincère ici. Ça peut vraiment être incroyable. Je me réjouis sincèrement de voir ça. Donc je vous dis, j'ai un peu fini, je pense, de faire le retour. De faire le tour, pardon, de toute la série. On a eu 4 matchs. 4 matchs de haute intensité. Certains disputés, d'autres. Mais on a vraiment 2 équipes magnifiques. 2 coachs magnifiques, 2 systèmes magnifiques. Même si j'aime pas du tout Kessie, les gars. Je rends comme à César ce qui appartient à César. Le système mis en place que Denio fait avec ses joueurs, c'est incroyable. Et juste un petit bémol, une grosse déception, mais Chet Holmgren, les gars. Chet Holmgren, il a un énorme salaire. Je sais qu'en attaque, normalement, il est plutôt l'option numéro 3. Il doit devenir une option 2. Pas J-Dub, pas DJ. Il fallait step up. Et il a pas pu. Et défensivement sur Wemby. Non. C'est très décevant, Chet Holmgren. Toi, c'est un excellent joueur. Le but n'est pas ici de vous dire. Il est. Non. Non. Il est très bon. Mais, force est de constater que sur cette série, il est pas au niveau. Je suis navré, je préfère 50 fois complémenter les joueurs et dire qu'ils sont incroyables plutôt que le contraire, mais je dois aussi être juste. Et Chet n'a vraiment pas été au niveau attendu, au niveau auquel moi je m'attendais en tout cas. De mon point de vue, je peux pas parler pour quelqu'un d'autre, je peux pas, mais je voulais Chet à tout autre niveau. Je veux dire, contre Wemby, c'est un des plus beaux match-ups normalement. On les oppose souvent, ces gars-là. De jeunes joueurs assez grands, capables de shooter, capables de défendre. Après, Wemby, c'est encore. Je pense que Wemby est vraiment une classe à part, mais je pense sincèrement que Chet pouvait être plus que gênant. Et j'ai pas vraiment l'impression que ça a été le cas. Je suis même plutôt convaincu que ça n'a pas été le cas. Donc, je ne sais vraiment pas vous dire. Je sais pas vous dire. On va voir vraiment ce qu'ils peuvent apporter, s'ils peuvent aller gagner ce match. Est-ce qu'ils peuvent aller gagner ce match à OKC? Ce Game 5 à OKC, est-ce qu'ils peuvent aller le gagner? Je reste un peu. Ce serait incroyable. Je sais que ça peut paraître un peu fou ce que j'ai dit, mais ce serait absolument incroyable. Ce serait vraiment incroyable qu'ils puissent le faire. Moi, je serais un fan absolu. Et du coup, oui. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, mais c'est pas acquis. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'ils viennent de gagner ce match-là qu'on doit partir du principe qu'ils vont le gagner. Mais ils ont vraiment une chance. Il y a un problème à OKC. C'est que on perd 2 joueurs qui ont énormément d'importance offensivement, ce qui, au-delà des points qu'ils ne scorent pas, oblige Shea à assumer beaucoup plus. Mais forcément, si vous obligez Shea à faire beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile à défendre en face. Parce que les joueurs des Spurs, ils sont pas crédules. Mais il y a pas grand monde autour de toi, donc on va te cueillir, mon vieux. On va venir te chercher loi, on va te vider les poches, et le moindre fou mouvement que tu fais, ce serait une paire de balles. Et globalement, ils ont très très bien appliqué ça. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de sortir la même intensité défensive et être capables d'être quand même bons de l'autre côté du terrain parce qu'il faut scorer pour battre OKC? Ou est-ce qu'OKC avec Idenio vont être capables de trouver justement une parade au fait d'avoir perdu ces 2 joueurs et de qui introduire dans le sac de base, quelle rotation effectuer en match pour avoir les match-ups qu'on souhaite avoir? Ça va être vraiment je pense que ça va être un jeu d'échecs sous forme basket de très haut niveau. Et je me réjouis sincèrement de voir ça. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un pic en particulier? Est-ce que vous pensez que
Est-ce que vous pensez qu'une équipe va se détacher maintenant ou est-ce qu'on va aller à bon vieux Game 7 comme je l'aurais anticipé avant la série? Je suis vachement curieux de savoir un peu votre manière de voir les choses, mais il y a eu un swing ici, il y a quelque chose qui s'est passé. La perte des joueurs a vraiment fait mal à OKC, et les ajustements faits par San Antonio ont été excellents, et ça a frappé exactement où ça faisait mal. Donc maintenant, on va aborder l'autre partie du... Globalement, l'autre partie du match-up. L'autre série, pardon. Hop. Et vous voyez que bon... Ce que les Knicks sont en train de réaliser, les gars, c'est strictement historique. Faut le dire aussi simplement. Ils viennent de gagner, si je ne dis pas de bêtises, 10 matchs de suite. C'est pas toutes les équipes qui font ça en playoff. Vous pouvez regarder. On peut pas gagner 10 matchs de suite. Ça arrive pas souvent. On parle du niveau Shaq et Kobe, là. Okay, ils ont même fait mieux que ça. Mais c'est incroyable. Les gars, je me souviens discuter de ça où je discutais de la série contre les Hawks. Et de me dire, ça pourrait être serré comme série, parce que Atlanta était vraiment une équipe, je vous ai dit, ils arrivaient en pleine bourre au playoff, c'est souvent ce qu'on veut d'une équipe. Et en plus de ça, ils avaient confiance dans leur jeu, confiance dans leur équipe, le système en place fonctionne très bien, et on peut gêner les Knicks. Et je vous en ai déjà parlé, mais je le répète. Mike Brown a eu un ajustement dans son équipe, il a vu quelque chose dans son équipe, il a fait ce qu'il fallait, il a métamorphosé l'équipe et ils ont gagné 10 matchs de suite. C'est simple. Donc clairement, la plus grande responsabilité vient des joueurs qui ont fait un boulot fantastique, mais Mike Brown mérite un crédit gigantesque. Parce que globalement, si vous vous en souvenez, si vous avez suivi les playoffs l'an dernier, les Knicks se font sortir en finale de conf par Indiana, où on a reproché à Tibbs, donc coach Thibodeau, de jouer vraiment avec un 5 majeur pendant 50 minutes et de donner quelques miettes au banc. Et globalement, le côté hero ball de Jalen Brunson. C'était beaucoup plus facile pour Indiana de défendre parce qu'ils savaient globalement que la balle allait être dans les mains de Brunson. Et on sait que Brunson, même s'il est un passeur parfois sous-estimé, ce qu'il veut, c'est scorer. Brunson, c'est un scoreur, les gars, ça a pur sang scoreur. Il n'y a aucun doute. Donc Mike Brown avait comme défi de retirer un peu la gonfle des mains de Jalen Brunson, sans se mettre Brunson à dos. Ça a l'air facile hein, quand je le dis comme ça dans mon bureau tranquille. Mais je vous assure que faire attention à l'ego des superstars et faire attention à comment gérer un groupe, c'est une partie énorme du basket. Si vous lisez tous les grands coachs, tous les coachs qui ont réussi dans la ligue, la conclusion est toujours la même à ce niveau-là. Gérer les égos, gérer les émotions, ça c'est incroyable, c'est une partie énorme du boulot. Donc Mike Brown devait, sans vexer Brunson, lui dire écoute vieux, j'ai envie de gagner avec toi, et je pense que si on veut gagner, aller plus loin, il faut quand même que qu'on réduise un peu ton usage rate, qu'on réduise le fait que tu aies autant la gonfle dans la main. Je sais que tu veux scorer, je sais que tu veux être important, et tu vas l'être. T'en fais pas, je vais te mettre dans de bonnes conditions, mais il faut que tu me fasses confiance. Il faut aussi que tu lâches la balle, on peut pas être aussi prévisible en attaque. Dieu sait qu'ils ont réussi à le faire, les gars, 10 matchs de suite avec un jeu qui est magnifique. J'ai pris un plaisir de fou à regarder les Knicks. Tous les fans des Knicks, congrats les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait tellement d'années qu'ils attendent. Depuis que je regarde le basket, depuis que je suis un fan de basket, les Knicks ont été nuls. Ah, il y a eu quelques trucs sympas, ils ont essayé de signer Phil Jackson c'était en GM qu'il était, c'était une catastrophe, ils ont eu Carmelo Anthony, donc il y a quand même des motifs de réjouissance, mais... Et l'année dernière, on fait quand même finale de conf, mais là, le fait de retourner en finals, après combien d'années? C'était en quelle année qu'ils étaient alors en finals? 99? Oh, j'ai un doute. Je peux éventuellement vérifier ça après, c'est pas très important, mais je veux dire, c'est plus de 20 ans d'attente, en tout cas, à coup sûr. C'est plus de 20 ans d'attente pour les Knicks, pour New York, Donc, clairement, ça fait plaisir à voir. Je vais pas vous mentir, moi j'étais assez content, c'est une grosse franchise et j'ai mieux la ligue quand les Knicks sont forts. C'est simple. Mais là, voir ce que Mike Brown a fait, les gars, ça doit être étudié. C'est pas possible. Alors, évidemment, le groupe a cette cohésion parce que les joueurs se connaissent plutôt bien. Ils ont joué pas mal de minutes ensemble. Mais il faut quand même un coach derrière. Ouais, il faut quand même un coach derrière pour pouvoir tenir ça ensemble, garder cette cohésion et surtout faire confiance au jeu. Et quand on voit le niveau de Jalen Brunson sur ces finales de conférence, je pense qu'il est inutile de dire que ça s'est bien passé avec Mike Brown et que le message est bien passé. Il a été fantastique. D'ailleurs, il a été MVP. MVP des finales de conf. Jalen Brunson, à juste titre. Hein.
Il a été absolument démoniaque, on va le voir bientôt. Je prends un tout petit peu mon temps pour vous expliquer tout ça, parce que ça me tenait à cœur et je pense que c'est quelque chose de très important, surtout que ça va aller vite. Il y a eu que 4 matchs, et à part un match ou deux qui peuvent attirer notre attention, le reste, j'aurais pas énormément de choses à vous raconter, parce que je pense que les matchs en parlaient d'eux-mêmes. J'ai sincèrement pas énormément de choses à raconter. Mais là, voir les Knicks, je vous dis, le momentum switch qui a eu lieu au game, après, à la fin du game 4 contre les Hawks, ça a été incroyable. Le fait de, je vous ai dit, de placer Karl Anthony Towns en début de requête, je vous avais parlé d'un article que j'avais lu sur Basket USA, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est via Basket USA, où ils expliquaient globalement qu'il était beaucoup plus en tête de raquette, parce qu'on est obligé de respecter Karl Anthony Towns en tête de raquette. Pourquoi? Parce qu'il a un très très bon shot. Donc on peut pas juste le laisser sortir, mais lui en sortant, il manipule pas mal la raquette adverse, il manipule pas mal la défense adverse, et on s'est rendu compte qu'il était encore un meilleur passing big man que ce qu'on pensait. Parce que moi, on sait que Kat, il a du touch, il a des bonnes mains, il sait faire. Mais la qualité comment dire, à la gestion des passes, à la qualité des passes, Kat, il m'a impressionné, les gars. Aucun doute là-dessus. Il m'a sincèrement impressionné. Donc, je reviens là-dessus, mais Mike Brown, tout le crédit du monde, peu importe ce qui se passe après. Ils peuvent même se faire sweep en finale, j'en ai rien à secouer. Ce qu'ils viennent de faire, il mérite le respect, Mike Brown, et il a réussi la mission très difficile de passer après coach Thibodeau, qui était quand même en finale de conf, et c'est pas une habitude pour les Knicks d'aller en finale de conf, les gars, regardez les 25 dernières années, le palmarès pour vous en rendre compte. Et on vire un coach en finale de conf, qui fait les finales de conf, on fait venir Mike Brown, que personnellement, j'apprécie plus que sincèrement, et ce mec parvient à faire ça. Parvient à garder un groupe énorme, un très bon groupe, et à faire encore mieux. Et surtout, on voit le début des playoffs, je me souviens qu'après le Game 4, j'ai vu des pundits dire que Mike Brown risquait son job si New York était sorti au premier tour. Vous voyez, comme des fois, les choses évoluent de manière absolument drastique. Donc, d'un côté, on se disait, est-ce qu'il sera encore coach des Knicks l'année prochaine, après seulement un an, parce qu'il pourrait se faire sortir au premier tour, parce qu'Atlanta jouait très 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 bien sur les 4 premiers matchs. On gagne 10 matchs de suite, on est en finals, et plus personne n'a pris un match après ça. C'est fou comment des ajustements tels que celui-là peuvent avoir un impact aussi décisif et aussi énorme. Parce que là, c'est fantastique. Les gars, j'ai rien à dire sur le match des Knicks, quasiment. J'ai quasi rien à dire, les gars. Ça défend le plomb, ça rebonde super bien. En attaque, il y a très peu d'égoïsme. On n'a pas un full hero ball de Jalen Brunson où on sait que c'est lui qui va avoir la balle, donc on sait comment défendre, même si défendre sur Brunson, c'est pas mince à faire. Non, on a OG Anunoby qui s'arrête pas. On a Karl Anthony Towns qui est plus qu'intéressant. On a Michael Bridges qui, après une première série justement catastrophique, a été excellent lors des 2 séries suivantes. Oui, ça c'est aussi le boulot d'un coach. De savoir appliquer des joueurs pour ne pas les perdre en cours de route. Pour ne pas lui dire, ok, sa confiance est en berne, on va le laisser. Non, sa confiance est en berne, mais on va la remettre au niveau. Et on va faire en sorte qu'il soit absolument impactant pour le reste. Ça, c'est ce qui m'intéresse sincèrement. Et ce que j'ai pu voir là, c'était incroyable. Donc, félicitations aux Knicks. En tout cas pour la qualification, on va vite se faire les match-ups, mais globalement c'est ça que je voulais vous dire. Je revenais là-dessus parce que c'est vraiment ce qui a changé ma vision sur la campagne des playoffs des Knicks. Et c'était bien, c'était diablement mérité. Donc, on arrive au premier match où j'ai peut-être un petit peu à vous dire, c'est que c'est vraiment le match. Non, ça c'est pas le premier match, ça. Non. Ça c'est le premier match. Yes. Pourquoi je voulais vous parler de ce match? Tout simplement parce que regardez simplement le scoring du 4e quart-temps. Les Cavs ont eu jusqu'à 22 points d'avance, je pense, au 4e quart-temps. En général, même dans la ligue actuelle, où on sait que les écarts peuvent changer plus rapidement, 22 points d'avance à l'intérieur du 4e quart, en général, on se retourne pas. C'est fini. Et ben là, je pense qu'ils avaient moins... Je pense avoir lu un article qui disait qu'ils avaient moins d'1% de chance de gagner les Knicks, avec des stats pareils. Et... ils sont revenus au score, ils sont allés en prolongation, et là on a vu, c'est ça qui m'a vraiment... C'est cette observation que je me suis faite, c'est que
lorsque vous voyez, les Cavs jouer, où on se dit c'est le bon match à style, eux ils sortent quand même de 2 séries à 7 matchs, s'agit de pas l'oublier, alors que les autres sortent d'un sweep. Donc ils ont plus joué depuis quelques temps, donc on se dit ah ils ont pas joué depuis quelques temps, l'autre équipe en face elle est chaude, donc ils pourraient voler ce match-là au Madison Square Garden, ils pourraient clairement voler ce match. Et tout en prend le chemin. Et puis il y a un réveil collectif massif des Knicks qui a fait que magnifique, c'était splendide à regarder les gars, le switch qu'il y a eu où on voit que l'équipe se met au niveau et Jalen Brunson fait ce qu'il fait de mieux, il est clutch et il score sur James Harden comme s'il y avait personne. Je suis désolé de le dire, hein, mais la défense d'Harden c'est quasi criminel à certains niveaux les gars, faut pas déconner. Quand vous avez Mike Brown, donc le coach des Knicks, si vous voulez voir cette interview, elle a à mourir de rire. Mike Brown, qui à la fin du match on lui dit quel a été le déclic, qu'est-ce que vous avez changé pour arriver à justement faire en sorte que vos joueurs se galvanisent et reviennent comme ça, et il répond tout simplement on a cherché le match-up avec Harden et on a attaqué Harden. Et c'est quasi aussi simple que ça, je vous assure. C'est un top 75 all-time, c'est un joueur ce qu'il a fait dans sa carrière on pourra jamais le retirer. Mais il y a un problème en playoff. Il y a un problème en playoff dans les matchs vraiment serrés, il y a un problème. Donc les Knicks reviennent en cuisant 32-18 dans le 4e quart-temps, et puis ils les déglaguent en overtime, mais ça s'explique, je pense, assez facilement, je vous le disais. Les Cavs sortent de 2 séries à 7 matchs. Ils ont 14 matchs dans les pattes sur les 2 dernières séries. Les Knicks ont joué 4 matchs contre les Cavaliers et ils ont plus joué depuis une semaine. Ils sont frais les mecs. On a eu le temps de se mettre dans des bas froids, on a eu le temps de se faire manipuler par les kinés, on est bien. On est frais, c'est-à-dire que quand on arrive en overtime, on n'a pas 14 matchs dans les pattes sur les 2 dernières semaines. 3 dernières semaines, on va dire ça. Donc quand on arrive en overtime, surtout vous imaginez le crève-cœur d'avoir 22 points d'avance et de prendre le shot qui permet d'égaliser et puis après d'aller en overtime. Ouais. Et c'est là que je me suis posé la question, et j'ai vu que pas mal d'observateurs se posaient la question, est-ce que ça va pas tuer tous les espoirs de Cleveland? Après, je m'attendais pas à sweep. Malgré ça, je m'attendais pas à sweep, les gars. Ça, c'est ridicule. Je ne m'attendais pas à sweep. Je m'attendais à ce que les Knicks aient gagné la série ce jour-là. Pourtant, c'était trop tôt pour le conclure, mais quand vous regardez les sports, ou que vous avez joué au sport vous-même, que vous avez pratiqué, un sport vous-même, il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Il y a des momentum swing qui font plus mal que d'autres. Il y a des situations qui font plus mal que d'autres. Et ça fait particulièrement mal. Vous êtes largement en avance, vous dites cool, on va pouvoir style le game chez eux, on va pouvoir respirer un peu. Et non. Ils reviennent et ils vous déglaguent en overtime. Mais c'est très compliqué de se relever de ça. Sincèrement, surtout pour une équipe, je le répète, qui a joué 14 matchs sur les 2 séries précédentes. Il y a un moment quand les minutes commencent à s'accumuler, ça se paye à un moment, les gars, ils sont humains. Je sais qu'ils ont l'air parfois surhumains quand on les voit jouer, je suis le premier à le penser, mais ils sont quand même humains. Il y a un moment où ils jouent contre des mecs qui sont reposés et ils le sentent. Voilà, c'est une conclusion assez simple à faire à ce niveau-là, mais ce qui suit est tout bonnement, c'est encore une fois, c'est historique, hein, c'est magnifique. Mais par contre, je tenais quand même à vous souligner, je sais que vous allez vous dire que je m'acharne sur James Harden. C'est un excellent joueur, il m'a déjà fait vibrer, les gars, James Harden. C'est un super joueur, mais c'est la stat à la Harden. Regardez le nombre de shots. Ça, c'est le nombre de paniers inscrits. On est d'accord, hein? Ça, c'est le nombre de shots pris, ça, c'est le nombre de paniers inscrits. Ça, c'est le nombre de paires de balles. James Harden est le leader historique de cette statistique. Plus de paires de balles que de paniers inscrits. Ça a l'air fou, à ce que je dis, ça a l'air ridicule. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Non. Il a perdu plus de ballons qu'il n'a inscrit de paniers. Pour un attaquant de sa trempe, c'est une insulte grave. Et pourtant, James Harden est le roi de cette catégorie. Qui n'en est pas réellement une, hein. Mais on est obligé de s'arrêter là-dessus. À un moment, il faut être juste. Et j'aspire à être juste. Donc, James Harden, en plus de ça, il fait à ce niveau-là un très mauvais match. On a un 5 sur 16, mais en plus de ça, il doit entendre le coach adverse dire globalement, on a attaqué James Harden parce qu'on savait qu'on aurait des paniers faciles, quoi. C'est exactement ce qu'il voulait dire. On switch sur Harden, on sait qu'on va scorer. Et on va redonner la confiance aux joueurs. Et c'est globalement ce qui s'est passé. Les joueurs des Knicks ont repris la confiance. On a
le clutch player de l'année dernière, parce que c'est un SSG, mais l'année dernière, le clutch player, il a pas failli à sa réputation, les gars, sur 29, 38 points. 6 rebonds pour 3 paires de balles, on a comme 3 styles, là. Attends, je veux dire, c'est pas... Il a pas la taille pour être un gros défenseur, mais... Dieu sait qu'il a au cœur de Lyon, ça on peut pas lui retirer. Donc ce match-là a vraiment été un match pivot, comme j'en parle souvent. Oui, ça peut penser d'un côté ou de l'autre, et là ça a penché très très fort d'un côté, c'est clairement le côté des Knicks. Le deuxième match, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de très important à dire sur un blowout, où il y a un run incroyable au troisième quart-temps de New York que Cleveland ne peut pas arrêter. Voilà, on a un banc qui est quasi inexistant. Je suis navré, mais... Pourtant, ils ont fait énormément de bonnes choses. Hein. Le banc, ça, je vous en ai parlé beaucoup. Les Sam Merrill, les Max Strus, les Dennis Schroeder, ça a été... Ils ont été ultra importants pour le fait d'avoir gagné les 2 premiers tours, mais... 6 sur 15 pour James Harden. Bah, par contre, 0 paire de balles, hein, donc là, au moins, on peut... Il a au moins fait cet ajustement-là, mais pareil, 6 sur 15, je m'attends clairement à mieux de sa part. 8 sur 18 de Donovan Mitchell, ça, c'est pas mauvais. C'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais. Puis vous avez Dean Wade, il fait franchement pas une bonne série. Il s'est fait beaucoup abuse. 5 sur 10 Jared Allen, 5 sur 8 Evan Mobley, donc c'est pas des mauvais matchs, mais ils ont été simplement battus. Le run du troisième quart-temps est incroyable. Si vous voulez voir les highlights, incroyable ce qu'ils mettent en place à New York. OG Anunoby a des joueurs les plus sous-estimés de ses playoffs pour moi, il a été incroyable. Karl Anthony Towns qui est une machine à double-double. Vous voyez, moins de passes D cette fois-ci. Parce qu'on a vraiment Jalen Brunson qui a pris la responsabilité en 40 minutes. Et vous voyez que 7 sur 16, donc quasi 50%. Mais par contre, 14 passes D pour 3 paires de balles. C'est excellent, c'est un truc... C'est pas du tout une facette qu'on voit du jeu de Jalen Brunson, mais il en est capable. Ce n'est pas un pass first guy, ce n'est pas un spécialiste de la passe, c'est pas lui qui va commencer à orchestrer tous vos set piece offensifs. Mais par contre, encore une fois, il a le cœur de lion. S'il a senti, et si le coach, ils ont vu des ajustements, ils ont vu quelque chose, ils se sont dit, ok, tu vas garder la gonfle, parce que peut-être que ça allait moins bien pour Karl Anthony Towns. Mais regardez ça. Et Josh Hart qui est capable aussi de prendre 21 shots. C'est très rare, parce que Josh Hart, souvent, c'est le glue guy pour moi. On appelle ça glue guy, c'est-à-dire c'est le mec qui maintient tout le monde ensemble, qui maintient la cohésion, qui est capable de prendre 3 shots sur un match et de faire un match quand même excellent. Énormément de qualité. Ancien Laker aussi. Je pense je me demande s'il n'a pas été drafté par les Lakers. J'adorais ce joueur. Ils se sont séparés encore une fois. Je me demande si c'est pas dans le trade pour Anthony Davis. Et vu que ça a rapporté un titre, je peux pas cracher dans la soupe maintenant. Mais Josh Hart, j'adore ce joueur-là. Une grosse défense, une grosse mentalité, et capable d'impacter le match de multiples manières. Donc je vous dis, j'ai pas énormément de choses à vous dire. Michael Bridges, je vous ai dit, hein, dégueulasse sur la première série, et puis après, 9 sur 12, 19 points. Et pareil, on s'arrête pas de défendre. On voit qu'un style, mais ça s'arrête pas de défendre, Michael Bridges, les gars. Ça s'arrête pas. Karl Anthony Towns, on prend que 12 shots. C'est-à-dire qu'on met 18 points en 12 shots, pour 13 rebonds. Aucune paire de balles. Et OG, ouais, 5 sur 8, et 4 3 6, pas de paire de balles, 3 blocs, un style. J'aimais déjà bien OG Anunoby, c'est un champion de NBA, pas l'oublier. Mais cette année, en playoff, il a atteint un niveau que je savais même pas qu'il était capable d'atteindre ce niveau-là, les gars. Donc le match 3, prenez directement plus 10 au premier carton, où ils leur mettent un run monstrueux au début. Hein. Les Cavaliers n'ont pas existé en début de match. Hein. Ils ont appuyé sur l'accélérateur tout de suite et ils n'ont pas été capables de matcher, et puis ils se sont pas retournés. Parce que Cleveland peut gagner comme le deuxième carton, mais après, vous voyez, ils font chaque fois assez, les Knicks. Ils ont fait ce qu'il fallait à chaque fois. Vous avez vu qu'on n'utilise pas énormément on n'a pas utilisé énormément ce banc côté Knicks. Bah, ici non plus. Tant Max Strus, c'est vraiment un des meilleurs joueurs de banc pour moi. James Harden, 8 sur 15, avec 6 paires de balles pour 5 assists, c'est pas assez bon pour les navré, mais par contre, au pourcentage, c'est ok. Donovan Mitchell, c'est pas parfait, mais pareil, trop de paires de balles, 11 paires de balles à 2. Non, hein. On se fait punir derrière. Max Strus, ok, on a 4 sur 12, mais on a comme 7 rebonds, 6 assists, 100 paires de balles. J'aime vraiment bien ce gars-là. Pareil, Dennis Schroeder, joueur très très intelligent. Sam Merrill, qui est capable d'apporter des choses, de mettre des gros shots à des gros moments, mais là, encore une fois, ils prennent une avance au premier quart-temps et puis ils les laissent pas revenir. Il n'y a pas de trou d'air côté Knicks pour le moment. C'est fou à avoir joué, franchement. Donc, et puis le match pour clôturer le tout, hein. Et ben c'est un blowout énorme. Ils ont tendance à blowout les derniers matchs. Hein. Les close games, ils ont tendance. Les matchs de fermeture de série, ils ont tendance à les blowout. Hein.
Ils ont blow out les Hawks, ils ont blow out les 76ers et ils ont blow out les Cavaliers. Quand ils peuvent gagner et qu'ils ont la main sur la gorge, ils étranglent, ils lâchent plus après les Knicks. C'est un truc de fou, les gars. Et encore une fois, c'est un très bon message à envoyer, je trouve. Ça montre, et les gars, si vous nous laissez le moindre centimètre, on va le prendre. Si vous montrez le moindre signe de faiblesse, on va clairement prendre avantage. C'est un bon groupe, les gars, franchement. Et là, la James Harden spéciale. Je vous l'ai dit, sur 4 matchs, il a quand même fait 2 fois. 5 paires de balles, 2 shots inscrits. Voilà. Et vous avez encore ce premier carton où il met un plus 12. Je vous dis, vous avez le début de carton, vous avez l'impression que il y a une différence il y a une différence de niveau, il y a une différence d'intensité. Les Knicks rentrent sur le terrain, ils sont prêts, et vous avez l'impression que les Cavaliers étaient même pas prêts. Et j'ai d'ailleurs lu lui a entendu pas mal de personnes, notamment Charles Barkley, sur ESPN maintenant, avec Inside the NBA, qui a simplement fait la blague de dire que la définition de quit, la traduction était Cavaliers, quoi. Parce qu'ils ont, en gros, ils ont abandonné, simplement. Ils ont pas joué le match et ils ont abandonné, et le mot est un peu fort, surtout pour des joueurs pareils, parce que c'est un mot qui fait mal, à ça, je vous assure. Quit, c'est pas un truc qu'on va avoir dans le sport de haut niveau, donc c'est un peu dur comme mot, mais c'est qu'il y a pas mal de moments où force est de constater que ils ont perdu tous les cartons. Et ils ne donnaient pas la pression, à part Donovan Mitchell, moi qui m'a beaucoup plu sur ce match-là. D'ailleurs, pardon, je me suis même pas arrêté, mais 9 sur 18, 5 sur 8 sur 10, 31 points, 18 shots. Après, trop de paires de balles par rapport aux assists, ça c'est vraiment le gros problème. 9 paires de balles à 2 encore, les deux cocos malheureusement. C'est triste. Mais en tout cas, il m'a donné l'impression de vouloir jouer. Donovan Mitchell, on peut pas me dire qu'il a quit par exemple. J'ai regardé le match, alors les gars, il n'y a pas de quit, mais pas mal de fast break. Les fast break, en gros, c'est on va dire les contre-attaques qui vont vite, quoi. On va vite vers l'avant, et il y a des moments où vous voyez les joueurs des Cavaliers qui couraient même plus, quoi. Ça joguait tranquille après une paire de balles, c'est vrai que le langage corporel, c'était pas bon. Le body language était vraiment pas bon. On avait vraiment des joueurs qui donnaient l'impression d'être abattus après. Bon, on est à 3-0 après 2 séries où on a fini au match 7. Je vous cache pas que ça traverse l'esprit quand même, hein. On va pas faire les puristes ici, mais c'est vrai que c'est dur, hein. Surtout quand vous avez Deuce McBride qui sort du banc et qui score comme ça. Landry Shamet qui est à 10 sur 11 aux 3 points sur la série. Je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit, à 10 sur 11. Plus de 90% à 3 points en 11 shots. Mais qui sort du banc et il fait du bien. Tiens, on a besoin de faire souffler quelqu'un. Lui, il rentre, il attrape la balle, il score à 3 points. Ouais, hein, incroyable. Parce qu'en plus de ça, ils ont tendance à blow out les derniers matchs, ce qui fait qu'ils jouent pas beaucoup. Je serais curieux, à la fin des finals, de comparer les deux finalistes, donc l'Enix et soit Spurs ou Thunder, et de voir un peu le temps de jeu moyen du sac de base. Enfin, du sac major. Celui d'Enix doit être absolument ridicule. Avec le nombre de matchs qu'ils ont pu complètement laisser aller, regarde celui-là. Maximum 31 minutes pour Jalen Brunson. Michael 30, Josh Hart 24, Karl Anthony Towns 26 et OG 27. Mais regardez les pourcentages au shot encore. Ou Josh Hart, d'accord, c'est pas énorme, mais c'est 11 rebonds, 6 assists avec seulement 2 paires de balles, mais 2 styles. J'ai dit, c'est tellement important comme joueur. Et Karl Anthony Towns, 2 paires de balles pour 3 assists, ça c'est beaucoup trop, mais 2 styles, 2 blocs, 14 rebonds, 19 points en 11 shots. Allez, gars, on prend tous les jours à ça. Et Jalen qui a même pas fait un énorme match. Par contre, 5 assists pour 0 paire de balles, on prend tous les jours. Mais oui, le pourcentage au shot n'est pas mauvais. Attention, 6 sur 14 pour un joueur comme Brunson, avec son volume de shot, aucun problème. Mais, enfin, c'était vraiment pas un match, hein. Je voulais dire, Harden nous a fait sa spéciale. 2 sur 8. Et avant de clôturer cet épisode, je voulais quand même vous dire, j'ai quand même vu une interview de James Harden, qui est sérieux devant la caméra et qui dit, je pense qu'on était la meilleure équipe, on n'a juste pas pu le montrer. Je trouve que j'ai fait du bon boulot défensivement. Je pense que en attaque, j'ai trouvé des bons shots pour mes gars. Et je suis là, mais est-ce qu'ils trollent les reporters? Est-ce qu'ils trollent les journalistes en se disant c'est bon, j'ai quand même pas envie de leur parler, donc je vais les troller et raconter n'importe quoi? Ou est-ce qu'ils le pensent sincèrement? Et alors là, il y a un problème. Si ce sont les conclusions auxquelles il arrive après une série pareille, je sais pas ce qu'il lui faut. S'il pense vraiment que les Cavaliers étaient la meilleure équipe, c'est de la folie de dire ça, sincèrement. Ça n'a aucun sens. C'est justifiable sur aucun facteur. Et dire qu'il a fait un bon boulot en défense, non mais ça c'est... Ça c'est ridicule, les gars, ça... Non, ça c'est même pas acceptable.
Ça va pas la tête. Non, c'est inacceptable. Non, non, t'as clairement pas fait un bon boulot en défense. Et le premier match, le coach adverse a carrément exprimé le fait que la stratégie de son équipe, c'était d'attaquer sur toi, de trouver le mismatch sur toi, de scorer. Vu aller. Enfin bref, j'ai trouvé ça assez lunaire comme sortie médiatique, comme sortie en sortie de série, dire des trucs pareils. Je me dis, sincèrement, hein, j'étais en train de me dire, j'espère qu'il troll. Et qu'il joue un peu avec le public. Mais que derrière, il va faire le boulot nécessaire. Mais si sincèrement il pense ça, ça va être compliqué de s'améliorer encore. Ça va être compliqué de se remettre en question et de tirer les enseignements positifs à tirer si on réfléchit comme ça. S'il pense qu'il a fait une bonne défense, qu'il a été bon en attaque et qu'il a la meilleure équipe, je sais pas ce qu'il lui faut, mais c'est clairement pas le cas. Et j'espère que s'il s'en rend pas compte tout de suite, j'espère que son entourage va lui expliquer quand même, parce que c'est vraiment pas acceptable. En tout cas, je vous dis une chose. Je ne le serai certainement jamais, je vous l'ai déjà dit, mais si j'étais en charge des Cavaliers, je laisse pas ce groupe-là revenir l'année prochaine. Hein. Ce qu'ils ont montré là en finale de conf, c'est non. On a une raquette Evan Mobley, Jared Allen qui se fait out-rebound par Josh Hart, s'il vous plaît. Ça roule. Josh Hart a pris 11 rebonds en 24 minutes. Ils ont joué 26 et 33. Et ils sont tous les deux beaucoup plus grands que Josh Hart. Et on prend 10 rebonds. Non, ça, moi, c'est un truc que je veux pas voir. Je suis navré, je veux pas voir ça. Je ne virerai pas le coach parce que je l'aime bien, même s'il a évidemment une partie de la responsabilité à prendre. Mais je fais pas revenir ces gars-là. Je trouve une solution, mais je fais pas revenir ces gars-là ensemble. Ça marche pas. Vous allez me dire, oh, mais t'exagères, c'est hâtif, Harden. Non. En playoff, ça marche pas, les gars. Je suis convaincu de ça. Je pense que vous pouvez leur laisser une année complète l'année prochaine. Je les vois pas vraiment faire beaucoup mieux. C'est peut-être trop dur comme constat, c'est peut-être. Mais je le pense sincèrement. Je les laisse pas revenir comme ça. Donc on a un très très beau finaliste qui va avoir le temps de se reposer encore une fois. Dans les Knicks, j'ai déjà applaudi, on le refait une fois. J'ai toujours connu les Knicks nuls. Et ça fait trop plaisir de les voir forts. C'est une très belle équipe, j'aime vraiment. Leur sac majeur, il y a aucun joueur que j'aime pas là-dedans. Enfin, que j'aime pas, que j'aime moi. Je les adore tous, c'est ça que je veux dire. Et on a des très très bons joueurs en sortie de banc. J'aime beaucoup et j'aime le coach en plus. Donc, quel beau finaliste que les New York Knicks, les gars. Il y a plus que ça à voir. Donc, eux, ils ont rempli leur part du contrat. Reste à voir. Cette nuit déjà, le match pivot. Ah, OKC, à savoir si OKC va simplement gagner à la maison. Ou si les Spurs vont pouvoir continuer sur le momentum du dernier match à la maison. Et avoir une défense de phare. Est-ce que OKC va faire les ajustements nécessaires? Donc, comme d'habitude en fin d'épisode, les copains, je vous invite cordialement à me contacter-moi d'une manière ou d'une autre s'il y a des choses que je dis où vous êtes en désaccord, s'il y a des choses que vous voulez ajouter au débat. Moi, je suis toujours preneur et je suis toujours gagnant. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi pour le retour. Je me ferai plaisir on va devoir suivre la fin de série ensemble, là, Thunder Spurs, on va suivre ça et puis on aura les finals qu'on va absolument suivre ensemble. Donc, ça m'a fait bien fou de revenir discuter avec vous. Donc, merci à vous. Passez une très très bonne soirée. Faites bien attention à vous. Et on se voit prochainement pour savoir si les Spurs ont pu aller gagner à Oklahoma ou si OKC a maintenu son rang. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée et à la prochaine.